RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Marc Fesneau. Bonsoir. Vous êtes président du groupe Les Démocrates, député de Loir-et-Cher et premier vice-président du MoDem. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors François Bayrou a remis sa démission en début d'après-midi à Emmanuel Macron. Vous êtes un proche de François Bayrou. A-t-il fait les choses à l'envers, comme l'ont dit notamment et relevé deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande? On peut toujours essayer de réécrire l'histoire, mais ce que j'ai vu sous mes yeux avant le vote hier et au vote hier dans les déclarations qui ont été faites, c'est que manifestement, et on peut le regretter, c'est peut-être là que nous n'avons pas réussi aussi, manifestement, la volonté d'un certain nombre d'oppositions n'était pas de construire un budget et ne comptait pas du tout essayer par la voie du compromis, c'est-à-dire de renoncer à un certain nombre de choses, essayer de construire un budget. Et donc, au fond, qu'on purge assez vite la question de est-ce que vous êtes prêt ou pas et que ça mette chacun face à ses responsabilités. J'espère, en tout cas c'est ce que je souhaite, que ça ne sera pas une mauvaise chose. Et puis par ailleurs, je pense qu'il a fait progresser la question de la dette et du déficit dans l'opinion publique et peut-être dans l'écosystème politique. Encore qu'hier, là encore à l'Assemblée, j'ai entendu beaucoup d'expressions qui, d'une certaine façon, venaient nier l'enjeu de la dette et du déficit. Donc on peut toujours aller après raconter l'histoire telle qu'elle aurait dû se passer, c'est toujours beaucoup plus facile. Mais moi, il me semble que notre problème, c'est une prise de conscience collective de ce qu'est la réalité. Et le deuxième problème auquel nous sommes confrontés désormais, c'est ce qu'on a envie, pour un certain nombre de forces politiques, de le résoudre, ou on a envie de laisser le pays s'enfoncer dans la crise. Je pense toujours aux gens qui nous regardent, qui nous ont regardés hier dans nos débats, et qui peuvent légitimement nourrir les colères. Lesquelles colères ne viendront pas sur les champs les plus modérés, à droite et à gauche, et dans l'espace central. Ils se viront sur les extrêmes. Parce qu'en fait, nous produisons le chaos, et le chaos, il vient entretenir les extrêmes. Et donc on entretient un cercle non vertueux, si je peux dire, qui amène étape par étape le pays au chaos. Et je pense que notre responsabilité, c'est d'éviter. Vous parliez des débats hier à l'Assemblée nationale. Comment l'ancien Premier ministre a encaissé les coups, les discours violents, notamment du côté du socialiste Boris Vallaud, qui était très dur à l'encontre de François Bayrou? Il l'a dit d'ailleurs dans l'expression finale qu'il a eue après son déclaration en réponse au groupe. Il a en particulier dit, moi j'ai partagé tout à fait ce sentiment-là, qu'il avait fait attention lui, François Bayrou, comme Premier ministre. Et comme Premier ministre plutôt démissionnaire, ou qui allait être contraint à la démission, de ne pas obérer l'avenir par des paroles qui soient blessantes ou des paroles définitives. Et ce que j'ai regretté moi, en particulier de la part de M. Vallaud, mais je ne vais pas essayer de rentrer dans son jeu, vous voyez ce que je veux dire. Mais je dis juste un mot, j'ai trouvé que ce n'était pas digne. Mais c'est pas parce que des gens ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer de leurs responsabilités. Je ne suis pas sûr que sur le moment des petites phrases, des punchlines, comme on dit, et des règlements de compte, surtout et plus encore, quand on estime qu'on doit pouvoir trouver des compromis avec les forces politiques qu'on a insultées une partie de l'après-midi. Moi, je n'ai pas insulté le Parti socialiste hier après-midi. Je n'ai pas insulté les écologistes. Je n'ai pas insulté les LR. Évidemment, encore moins nos alliés historiques de La République En Marche ou d'Horizon. Quand vous insultez les gens comme ça, vous ne créez pas les conditions de la confiance et du dialogue. Parce que moi, j'ai des députés qui ont entendu la parole. J'ai des gens qui votent pour nous, qui peuvent trouver qu'il y a un moment, on ne peut pas tout accepter. Donc je regrette ça. Vous voyez, je le dis encore avec des mots mesurés et pondérés, mais je trouve que ça n'est pas digne du débat politique de se comporter ainsi quand on aspire. Ou alors, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant de vouloir avoir un Premier ministre à Matignon. Il ne faut pas faire semblant de vouloir accepter des compromis. Quand à ce point, on ravage la capacité de compromis par des attitudes offensantes. Pas seulement à l'endroit de François Bayrou. Je ne dis pas ça parce que je suis proche de François Bayrou. J'ai entendu les mêmes attitudes sur Michel Barnier. Et je trouve que le débat politique, pour ceux qui s'estiment être dans le champ républicain, moi, j'ai rien à attendre de Mme Le Pen ou de Mme Panot, qu'ils soient dans l'outrance dans leurs propos, mais j'ai trouvé presque que leurs propos étaient moins outranciers que ceux et moins blessants, inutilement blessants que ceux qu'apportait M. Vallaud. La chute du gouvernement était attendue, mais l'ampleur du désaveu est assez frappante. 364 députés ont voté contre la confiance au gouvernement et seulement 194 pour. Comment vous interprétez ce résultat, ce rejet massif?
D'abord, il y avait les forces qui avaient dit à gauche, la seule chose sur laquelle il faut peut-être s'interroger, c'est malheureusement que dans les rangs des LR, nous n'ayons pas réussi à faire le plein, parce qu'il y a eu le plein à Renaissance, à une exception près, enfin anecdotique, à Horizon et au groupe Les Démocrates. Je pense que les partis politiques sont tiraillés entre l'esprit de responsabilité et l'esprit d'irresponsabilité, ou le court terme et le moyen et le long terme. Je pense qu'un certain nombre ont regardé leur choix au regard de leur circonscription et de ce que pourraient être les résultats d'une dissolution pour eux. Alors, je ne vais pas avoir de jugement de valeur, en tout cas je le constate, mais ce n'est pas tant Bayrou le sujet. Je pense qu'un certain nombre de gens se posent désormais à chaque fois la question de comment je sauve ma peau de ce chaos général et comment ça obère un peu ce que peut être la nécessité quand on a un gouvernement. Je rappelle que les LR, leur président est ministre de l'Intérieur. Et donc il y a quelque chose d'assez curieux, reconnaissons-le, et c'est autant quelque chose qui est embêtant pour Bruno Retailleau que pour François Bayrou, et par ailleurs pour la construction qu'on essaie de faire. Enfin, il est ministre parce que les circonstances ont fait... Oui, mais il a accepté de faire un pas qui n'était pas... Lui, il a accepté le compromis, ce qui n'était pas facile. Et nous aussi, on a accepté ce qui n'était pas facile. On a pris nos responsabilités, nous. Donc François Bayrou sera resté 9 mois à Matignon. Qu'est-ce qui pourra être mis à son crédit? D'abord, d'avoir pu faire voter un budget. Je rappelle que quand il arrive à Matignon le 13 décembre, il n'y a pas de budget. La situation est chaotique. Deuxième élément, d'avoir permis une fois au moins dans ces 9 mois au Parti socialiste de sortir de la tutelle dans laquelle il s'est mis lui-même, avec LFI. Au moins, ils ont accepté de le faire une fois. Je finis sur le budget, je donnerai 2-3 autres éléments, et il aura réussi aussi à tenir le budget tel qu'il avait été prévu. Parce que est une chose de voter un budget, est une autre chose d'arriver à tenir la trajectoire. Et donc, il aura réussi ça. Il aura montré qu'il pouvait y avoir un chemin. Alors je regrette en particulier la position du MEDEF, mais sur le conclave des retraites, nous étions prêts d'aboutir, et nous étions prêts d'aboutir sur un âge de retraite à 64 ans. Preuve étant que les partenaires sociaux représentant des salariés, en tout cas une partie d'entre eux, étaient capables de faire des compromis. Je regrette que côté patronal, on n'ait pas trouvé l'écho. Et donc il a ouvert la voie à cela. Et par ailleurs, il a ouvert la voie à un certain nombre de réformes plutôt structurelles, et plutôt là, on est plutôt dans la politique publique, la place redonnée au préfet, la reprise en main du politique sur un certain nombre de sujets. Il me semble que c'est déjà pas mal en 9 mois d'avoir réussi à faire ça. Je dis le tout, alors tout n'est pas lié à François Bayrou, mais la stabilité qu'il avait réussi à consolider pendant 9 ou 10 mois, elle a permis aussi de tenir une croissance qui est plutôt meilleure que compris en Allemagne ou ailleurs. Donc, alors, c'est pas lui qui crée la croissance, mais la stabilité crée les conditions de la croissance. Comment expliquez-vous, enfin, vous avez dit un mot de l'attitude des Républicains, 13 sur 49 ont voté contre et 9 se sont abstenus. Est-ce que, dans le fond, à la tête du parti, Retailleau évoquait ce fond la guerre? Est-ce que c'est pas étonnant, là, d'avoir... en vérité, un parti divisé à l'image de leurs dirigeants? C'est pour ça que je faisais le pendant avec le Parti socialiste. Il y a à l'intérieur des partis, dans le Parti socialiste, c'est responsable ou pas responsable, capable de compromis ou pas de capable de compromis. Et c'est la même chose qui est à l'œuvre chez les Républicains. Je le constate, je répète, j'ai pas de jugement de valeur. Je constate qu'il y a des gens qui ont décidé de sortir de leur zone de confort. Le confort, pour tout le monde, aujourd'hui, c'est de dire, moi, je ne gouverne pas, je vous laisse faire, je vous laisse vous effondrer, et j'espère en tirer les marrons du feu. C'est ça le confort. Nous avons été en bataille pendant 7 ans avec les Républicains. Je pense que d'ailleurs l'erreur qu'on a pu faire pendant 7 ans, et je le dis comme responsable du mouvement démocrate, et n'ayant pas eu cette attitude-là, mais je pense que l'erreur, ça a été de marginaliser le PS et de marginaliser les LR, parce que du coup, on ne les a pas mis en situation un jour de responsabilité. Mais reconnaissons qu'en 2024, les LR ont fait un pas. Je le disais tout à l'heure. Et nous avons fait un pas. Parce que le 9 juin, nous n'étions pas du tout sur les mêmes lignes politiques. Et reconnaissons qu'à l'Assemblée, déjà, on s'affrontait durement depuis 7 ans. Et l'intérêt général a fait que c'était pas facile pour eux. Et je crois que ça n'était pas la position de Laurent Wauquiez initiale. Et il l'a quand même accepté, bon an, mal an, même si après, il a pu le remettre en cause. Et Bruno Retailleau, il a dit la responsabilité de gens qui aspirent à gouverner un jour, y compris seuls, c'est quand le bateau va pas bien, c'est de pas sauter dans les canaux de sauvetage en disant le reste je m'en fiche, ça peut couler, c'est pas mon problème.
Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on essaye de cultiver, d'ailleurs avec le Parti socialiste aussi. Parce que si nous n'arrivons pas à développer un esprit de responsabilité, il n'y a rien qui va se passer d'autre que l'arrivée des extrêmes. Alors on va s'intéresser un peu à la suite maintenant. Gabriel Attal, le président du groupe Renaissance ou Ensemble à l'Assemblée nationale, invite le président de la République, je le cite, à accepter de partager le pouvoir, et il propose qu'avant de choisir l'équipe gouvernementale, le chef de l'État nomme un négociateur qui serait chargé de réunir pendant les 3 ou 4 prochaines semaines l'ensemble des chefs de parti représentés à l'Assemblée pour s'entendre sur un accord. Est-ce que cette méthode vous paraît intéressante, au-delà du fait que ça remettrait peut-être à au moins un mois la nomination d'un Premier ministre? Alors on a plusieurs contraintes. D'abord, je partage avec Gabriel Attal l'idée que nous avons besoin d'essayer de dépasser quelque chose qui est de l'ordre du statu quo, de la facilité de rester chacun dans notre camp. Est-ce que le mieux, là aussi, c'est comme dans quel sens on prend les choses? Est-ce qu'on nomme quelqu'un et après il doit désigner un gouvernement? Est-ce qu'on nomme plutôt un préfigurateur? On voit si ça marche. Alors, le seul problème de tout ça, c'est que je ne suis pas sûr que nous ayons une culture de ce qu'est le compromis. Je rappelle qu'en Allemagne, ça dure 6 mois, les négociations. Ouais. Il est arrivé qu'en Belgique, ça a duré plusieurs années. Dans tous les pays, c'est plusieurs mois de discussion et de négociation. Est-ce que donc ce pays est prêt et mûr, avec l'ébullition sociale qui parfois le caractérise, est-ce qu'il est prêt et mûr à attendre dans ce moment qui est un moment fort d'impatience? Permettez-moi de le dire, un doute. La réponse est non. Oui, j'ai un doute. Ouais. Je n'ai jamais de réponse définitive. Il y a des cas où j'ai des réponses définitives. Là, je ne vois pas, parce que je ne vois pas comment en 3 semaines, avec ce que j'ai entendu hier, nous nous mettons autour. Voilà, il va vraiment falloir qu'on soit très, 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 très efficace. Moi, je suis prêt à faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toutes les discussions, les négociations. Faut les faire juste de bonne foi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer là-dedans avec l'idée qu'il faut planter. Si c'est pour ça, c'est pas la peine qu'on se voit. Et j'ai trop vu ça comme jeu de posture ces dernières années dans un certain nombre de cas. Mais est-ce que l'impatience populaire permet de le faire? J'ai un doute. Dans un pays qui singulièrement ne sait pas construire, n'a même pas la méthode, ne sait même pas dans quel lieu il faudrait le faire. Est-ce que c'est à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est autour d'un chef de gouvernement? Est-ce que c'est autour d'un préfigurateur? Est-ce que c'est les chefs de parti? Personne ne sait comment. On est quand même comme la poule avec la fourchette ou avec le couteau, comme disait l'autre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Les institutions de la Ve République n'étaient pas construites pour produire du compromis et pour produire des coalitions. Elle était construite pour faire des majorités, y compris pour faire des cohabitations avec des majorités claires. Et nous n'avons ni l'un ni l'autre. Parce que, pardon de le dire aussi, il n'y a personne à la majorité absolue. Il ne faut pas faire semblant. Nous n'avons pas la majorité absolue. La gauche n'a pas la majorité absolue. L'extrême droite n'a pas la majorité absolue. Et justement, alors, s'il y a un Premier ministre issu du bloc central qui arrive, alors là, le dernier nom qui court, c'est celui de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, un proche de François Bayrou. Pourquoi il réussirait, cette personnalité du bloc central réussirait plus que Michel Barnier ou François Bayrou? Parce que vous connaissez la phrase prêtée à Einstein de la définition de la folie, c'est faire toujours les mêmes choses en espérant des résultats différents. Oui, mais il faut qu'on soit plusieurs à essayer de sortir de cette folie. Au fond, on pourrait dire... parce que ça peut être légitime, y compris dans les aspirations populaires. Le Rassemblement national n'a que 140 députés, donc ils ne peuvent pas aspirer à quoi que ce soit, et aucune ni volonté, ni possibilité d'alliance. La gauche pourrait dire légitimement, mais n'allons pas... Est-ce que l'idée de... On va essayer, on verra bien ce que ça donne, je trouve que c'est la France, hein, c'est pas... on ne fait pas une élection de délégués de classe. Hein. Ça mérite un peu mieux qu'on va essayer, puis si ça ne nous plaît pas, dans 3 semaines, on censure, puis on réessayera un autre, puis on réessayera un autre. Et donc... Si on ne veut pas reproduire notre folie, il faut se dire que manifestement, les 2 premières options n'ont pas fonctionné. Et que donc, il y a besoin d'essayer de trouver un élargissement. Moi, je n'ai pas de problème avec qu'un Premier ministre soit socialiste, mais est-ce qu'il peut nous démontrer qu'il fait mieux? Pas mieux en termes de politique publique, mieux en termes de stabilité. Ce pays a besoin de stabilité, pas pour le plaisir de durer, mais parce qu'il y a... Ceux qui prônent dissolution puis destitution, ils prônent en fait 6 mois de chaos. Vous croyez que le pays va aller mieux avec démission.
Mais oui. Alors justement, il y a toutes les variantes. Oui, oui. Enfin, c'est il y a des procédures de destitution qui avaient été entamées par LFI. C'est le chaos promis au bout. Justement, pour parler de ce point, les sondages indiquent très clairement qu'une majorité importante de Français sont favorables à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ou éventuellement à une démission d'Emmanuel Macron. Le président de la République, personne ne peut le contester, est légitime puisqu'il a été élu pour un mandat de 5 ans. L'Assemblée aussi. Oui, mais enfin, le pouvoir de dissolution a oui, mais elle a été élue. Oui, non, mais bien entendu. Mais, elle est légitime. Mais en ce qui concerne le président de la République, il est légitime. Mais est-ce qu'on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas le point de crispation indépassable? Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, pardon, je pense depuis un certain temps désormais que nous avons les clés à l'Assemblée nationale et que nous refusons de les prendre pour un certain nombre. Alors, je nous mets tous dans le sac. Franchement, c'est vraiment pas mon attitude. Mais allez, par bienveillance, je me mets dans le sac de tout le monde. Les clés, elles sont dans les mains de l'Assemblée nationale. Parce que vous avez la même Assemblée avec un autre président, ça revient au même. Oui, mais donc, c'est ce que semble pas avoir compris François Bayrou, puisqu'il disait qu'il voulait convaincre les Français. Le sujet que nous avons, c'est un pays fracturé des forces politiques qui ont décidé, pour un certain nombre d'entre elles, de jouer la politique du pire ou la politique du lâche. C'est ça le sujet principal. Vous pouvez faire toutes les élections de la Terre. D'abord, moi j'ai un problème de fond. Je sais que c'est la théorie de M. Mélenchon. C'est tant que je perds, je rejoue. Tant que je perds les élections, j'en réclame de nouvelles. Ça s'appelle pas la démocratie. Alors, il a une version dans d'autres pays qui soutient beaucoup. C'est je gagne, je triche et après je continue à m'installer. C'est sa version de la démocratie, c'est pas la mienne. Moi j'appelle ça des régimes totalitaires, illibéraux, etc. Mais je n'ai pas la même vision que lui. Mais d'abord, premier élément, je veux dire, les Français ont voté. Les Français, ils nous ont renvoyé à une forme d'émiettement, mais la vérité, c'est que la société française est émiettée. Il y a des forces d'extrême gauche très puissantes. Il y a le Rassemblement national qui est très, très, très puissant. Il y a... Voilà, on a un émiettement. C'est une solution de facilité. Et en plus, c'est une solution pour gagner du temps. Parce que les problèmes des Français, ils sont pour aujourd'hui. Oui. Par ailleurs, je le dis au bout, on nous invite donc à bâcler une élection présidentielle, croyant régler un point de fixation, quand, de toute façon, je pense que l'élection présidentielle mérite quand même des mois de débat, d'incrémentation, de projet contre projet, et pas 5 semaines pour remplacer le président de la République. Donc tout ça... évoqué après les municipales. Oui, mais oui, tout ça... après les municipales, on sera en avril. Vous ne croyez pas qu'on peut continuer à travailler, puisque de toute façon, la séquence présidentielle se lancera en septembre. Je trouve que c'est une facilité. Et par ailleurs, si à chaque fois dans ce pays... Mais évidemment, on est en train d'aller sur les thèses de Mélenchon. À chaque fois dans ce pays, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on a un point de crispation. Il peut y avoir de la colère contre lui. Très bien. On dit qu'il faut qu'il parte, on invente la révocation permanente des responsables publics. Ça ne peut pas marcher comme ça, parce que ça, c'est le chaos au bout, mais vraiment le chaos. Une petite question, Roselyne, si vous permettez. Allez-y. Est-ce que la France est vraiment impossible à réformer, ou est-ce que la France a depuis des décennies une classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux? Les deux mots en général. C'est l'œuf et la poule. Enfin bon, vous avez le droit de le dire, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'œuf et la poule. Non, je pense que nous avons une classe politique. D'ailleurs, c'est ce qu'a essayé de faire François Bayrou, c'est d'essayer d'éclairer les consciences. On a besoin... On ne peut pas faire contre les gens. Parce qu'à force de dire on fait votre bien contre vous, les gens disent vous faites contre nous. Bon. Je suis certain que de réduire la dette et les déficits, c'est bon pour les Français au bout. Je suis certain de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts. Mais si on n'arrive pas à les convaincre de ça, et deux, nous avons une classe politique, donc tout ça c'est la classe politique, parce que je vous réponds plutôt la classe politique. Nous avons une classe politique qui est lâche, qui est court-termiste. Il manque singulièrement de personnalités qui viennent dans le débat public, y compris et notamment dans les oppositions, essayer de relever... mais pas que dans les oppositions, essayer de relever le niveau et de dire je lève un peu le nez du bas de l'horizon pour essayer de regarder ce que je veux pour la France. Or, je vois beaucoup de boutiquiers. Donc oui, la classe politique est responsable, parce que moi je pense que la responsabilité d'un homme politique, c'est d'essayer de montrer ce qu'est la situation, d'essayer de montrer un chemin et d'essayer d'apaiser. Et c'est pas du tout ce que je vois, c'est vrai, de ces dernières années. Merci beaucoup Marc Fesneau, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Frédéric, merci à Flore Simon et à Camille Néran et à toute l'équipe technique. Et à la semaine prochaine, bonne soirée. Comme l'histoire de notre monde est en perpétuel changement, comme le flux d'informations est sans cesse croissant, nous sommes là sur tous les thèmes. Nous vérifions, nous nous engageons sur le terrain en toutes circonstances pour anticiper le futur en comprenant le présent. Nous sommes avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. France 24, un autre regard sur l'actualité. Liberté, égalité, actualité.